Quand les doigts tremblants de Sophie effleurent le museau du Mustang noir que tous craignaient, quelque chose d'ancestral éveille dans le regard de l'animal sauvage. Ce contact silencieux entre deux âmes brisées va déterrer des secrets mortels qu'un homme puissant tuerait pour garder enfouis. Le soleil se couchait sur les collines verdoyantes de Provence, baignant le centre équestre Beau Soleil d'une lumière dorée qui transformait les prairies en océan d'or. Était l'heure où la plupart des pensionnaires retournaient à leur chambre après une journée d'activité thérapeutique. L'heure où Madame Clémence Dubois, directrice du centre, faisait sa ronde habituelle entre les écuries et le bâtiment principal. Mais Sophie Lefèvre n'était pas comme les autres adolescents du centre. Du haut de ses 16 ans, elle portait en elle un silence plus lourd que son petit corps frêle ne semblait pouvoir supporter. Ses yeux bleu-gris, toujours baissés, semblaient avoir vu des horreurs que personne ne devrait connaître, surtout pas une enfant. « Sophie, tu es là ?» La voix douce de Madame Dubois résonna dans le couloir désert du dortoir des filles. Pas de réponse. Elle soupira, habituée à ce silence. Depuis 3 mois que Sophie avait été placée à Beausoleil après l'arrestation de son père, pas un mot n'avait franchi ses lèvres. La porte de la chambre était entr'ouverte. Clémence jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le lit était vide, impeccablement fait, et le carnet de dessin que l'éducatrice avait offert à Sophie était posé sur l'oreiller. Clémence le prit et l'ouvrit doucement. Les pages étaient remplies d'esquisses sombres, des ombres, des silhouettes menaçantes, des mains tendues vers un vide infini. Mais la dernière page montrait quelque chose de différent, un cheval, dessiné avec une précision surprenante, courant librement dans une plaine. Son pelage était d'un noir d'encre, à l'exception d'une marque blanche en forme d'étoile sur son front. « Tonnerre !» murmura Clémence, reconnaissant immédiatement l'étalon sauvage qui hantait les terres autour du centre depuis près d'1 an. Un Mustang que personne n'avait réussi à approcher, encore moins à capturer. Elle reposa le carnet et se dirigea rapidement vers la sortie arrière du bâtiment, celle qui donnait sur les vastes étendues de terrain non clôturées où le personnel ne permettait jamais aux adolescents de s'aventurer seuls. Une inquiétude sourde grandissait en elle. Au même moment, à près d'1 kilomètre de là, Sophie se tenait immobile au milieu d'une prairie sauvage. Le vent jouait avec ses cheveux châtains coupés courts, une coupe qu'on lui avait imposée à son arrivée, pour éliminer les nœuds impossibles à démêler après des mois de négligence. Elle ne portait qu'un jean usé et un sweat trop grand, volé dans la buanderie, qui camouflait sa silhouette maigre. Les ecchymoses sur ses bras avaient presque disparu, mais celles de son âme restaient vives et douloureuses. Sophie avait appris très jeune à se faire invisible. Chez elle, être remarquée signifiait souvent recevoir l'attention violente de son père, surtout quand les bouteilles vides s'accumulaient autour de son fauteuil. Dans ce centre, elle continuait d'appliquer cette stratégie, se déplaçant silencieusement, mangeant à peine, évitant tout contact visuel. Les psychologues appelaient ça un mécanisme de défense, un mutisme sélectif post-traumatique. Sophie s'en moquait des étiquettes qu'il lui collait. Elle savait seulement que les mots étaient dangereux, ils pouvaient déclencher des tempêtes. Mais ici, dans cette prairie, loin des regards et des attentes, quelque chose en elle se détendait légèrement. Était le seul moment de la journée où elle respirait vraiment. Chaque soir, elle s'échappait par la fenêtre des toilettes du rez-de-chaussée et venait ici, attirée par un appel qu'elle ne comprenait pas. Ce soir-là, elle l'attendait, comme tous les soirs depuis 2 semaines. Et comme d'habitude, il apparut au sommet de la colline, sa silhouette majestueuse se découpant sur le ciel embrasé. Tonnerre. Le grand étalon noir descendit lentement la pente, s'arrêtant à une 50aine de mètres d'elle. Sophie ne bougeait pas, se contentant de respirer calmement, les yeux baissés pour ne pas le fixer directement. Un truc qu'elle avait lu dans un livre de la bibliothèque du centre. « Salut, toi !» pensa-t-elle.
incapable de prononcer les mots à voix haute, mais les formant clairement dans son esprit. Tonnerre renifla l'air, ses oreilles pointées vers elle. Puis, à la surprise de Sophie, il avança de quelques pas. Jamais encore il ne s'était approché autant. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» pensa-t-elle. « Tu sais ce que ça fait d'avoir peur, d'être traqué, de ne faire confiance à personne. » Une larme solitaire coula sur sa joue. Elle ne pleurait jamais devant les autres. Mais ici, avec lui, quelque chose se brisait en elle. Elle, étalon, avança encore, prudemment, jusqu'à n'être qu'à quelques mètres. Sophie pouvait voir son souffle formé de petits nuages dans l'air frais du soir, pouvait sentir l'odeur sauvage de son pelage. Lentement, très lentement, elle tendit une main, paume vers le haut. Non pas pour le toucher, elle n'aurait jamais osé, mais comme une offrande, un geste de paix. Et alors, l'impensable se produisit. Tonnerre fit un dernier pas et, délicatement, comme s'il craignait de l'effrayer, posa son museau velouté dans sa paume ouverte. Le contact fut électrique. Une chaleur sembla se répandre du museau du cheval jusqu'au cœur de Sophie, réveillant quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. « Je te vois ?» semblaient dire les grands yeux bruns de l'animal. « Je vois ta douleur et je la comprends. » Pour la première fois depuis des mois, Sophie sentit ses lèvres s'étirer en un semblant de sourire. C'est ainsi que Clémence les trouva. Une fille brisée et un cheval sauvage, connectés dans un moment d'une beauté si pure qu'elle n'osa pas avancer davantage, craignant de briser la magie de l'instant. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, une main sur la bouche pour étouffer son exclamation. Derrière elle, la voix grave de Jean-Pierre Mercier, le palefrenier du centre, lui fit écho. « En 20 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. » Personne n'avait réussi à approcher cet étalon, encore moins à le toucher. Et pourtant, Sophie, cet enfant qui fuyait tout contact humain, avait accompli l'impossible. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait savoir, c'est que cette rencontre au crépuscule allait changer bien plus que la vie de Sophie. Elle allait bouleverser l'existence de tous ceux qui gravitaient autour de Beausoleil, révélant des secrets enfouis et des vérités que certains auraient préféré garder dans l'ombre. Car Tonnerre n'était pas simplement un cheval sauvage, et Sophie, elle n'était pas simplement une adolescente brisée. Ensemble, ils portaient une histoire que le temps avait tenté d'effacer, mais qui refusait obstinément de mourir. Le lendemain matin, un conseil d'urgence se tenait dans le bureau de Clémence Dubois. La pièce, avec ses murs ornés de photographies d'enfants souriant sur des chevaux, contrastait avec la tension qui régnait autour de la table ronde. « C'est une opportunité extraordinaire », insistait Clémence, ses yeux verts brillant d'enthousiasme. Pour la première fois depuis son arrivée, Sophie a établi une connexion avec un être vivant. Face à elle, le docteur Laurent Beaulieu, psychiatre attitré du centre, ajustait ses lunettes avec scepticisme. Ses doigts tapotaient nerveusement un dossier marqué « Confidentiel, S. Lefebvre ». Ce que vous proposez est risqué, Clémence. Cet enfant a subi des traumatismes graves. Et ce cheval est imprévisible, potentiellement dangereux. Jean-Pierre Mercier, assis près de la fenêtre, son corps massif semblant trop grand pour la chaise en bois, intervint de sa voix rocailleuse. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur, j'ai vu ce qui s'est passé hier soir. Ce N n'était pas une coïncidence. Ces deux-là, ils se comprennent d'une façon que je ne peux pas expliquer. » La quatrième personne présente n'avait pas encore parlé. Adèle Rousseau, assistante sociale chargée du dossier de Sophie, observait la discussion avec une expression indéchiffrable. Ses yeux sombres allaient d'un visage à l'autre, comme si elle évaluait chaque parole. « Qu'en pensez-vous, Madame Rousseau ?» demanda finalement Clémence. Adèle posa délicatement sa tasse de café sur la table. « J'ai suivi 15 cas d'enfants gravement traumatisés cette année. Sophie est de loin le plus difficile. 3 mois sans prononcer un mot, résistant à toutes les formes de thérapie conventionnelle, elle fit une pause.
Si ce cheval peut accomplir ce que nous n'avons pas réussi à faire, je serais irresponsable de m'y opposer. Le docteur Beaulieu soupira profondément. Et comment comptez-vous procéder? Nous ne pouvons pas simplement laisser une adolescente de 16 ans seule avec un étalon sauvage. Non, admit Clémence. Mais nous pouvons créer un espace sécurisé où cette relation peut se développer, sous supervision discrète. Pendant ce temps, ignorant quel était le sujet d'une telle discussion, Sophie se tenait devant la fenêtre de sa chambre, observant les écuries en contrebas. Son petit déjeuner, à peine touché, refroidissait sur sa table de chevet. La nuit précédente, après sa rencontre avec Tonnerre, elle avait été ramenée au centre par Clémence et Jean-Pierre. Contrairement à ce qu'elle craignait, ils ne l'avaient pas réprimandée pour son escapade. Au contraire, ils l'avaient raccompagnée en silence, avec un respect nouveau dans leur regard qui la déconcertait. Sophie passa ses doigts sur sa paume, là où le museau de Tonnerre l'avait touché. La sensation persistait, comme une empreinte invisible. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Marie Durand, une des éducatrices, entra avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Sophie. Tu as une visite dans la salle commune, quelqu'un qui aimerait beaucoup te parler. » Sophie fronça les sourcils. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis. Qui pourrait bien venir la voir? La salle commune était vide, à l'exception d'une femme âgée assise près de la cheminée éteinte. Ses cheveux blancs étaient noués en un chignon élégant, et malgré la chaleur de juin, elle portait un châle finement tissé sur ses épaules frêles. Quand la femme tourna son visage vers Sophie, celle-ci fut frappée par l'intensité de ses yeux, d'un bleu si clair qu'il semblait presque transparent. Des yeux qui lui rappelaient étrangement les siens. « Bonjour, Sophie, » dit la femme d'une voix douce mais ferme. « Je m'appelle Élisabeth Devreux. Je suis venue de loin pour te rencontrer. » Sophie resta figée à l'entrée de la pièce, méfiante. « Tu ne me connais pas, » continua Élisabeth. « Mais j'ai connu ta mère, très bien même. » Les yeux de Sophie S. écarquillèrent légèrement, la première réaction émotionnelle visible qu'elle avait montrée depuis des semaines. Sa mère, Marguerite Lefebvre, était morte quand Sophie avait 8 ans, officiellement d'une pneumonie. Mais Sophie avait toujours soupçonné que les accidents fréquents infligés par son père avaient contribué à affaiblir sa santé. « Je sais que tu ne parles pas, » poursuivit Élisabeth. « Ce n'est pas grave, je peux parler pour nous deux. » Elle tapota doucement le fauteuil à côté d'elle. « Viens t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une histoire à te raconter. » Une histoire sur ta mère, sur Tonnerre, et sur un secret qui a été gardé trop longtemps. Le nom du cheval fit l'effet d'un électrochoc à Sophie. Comment cette femme pouvait-elle connaître Tonnerre? Lentement, comme attirée par une force invisible, Sophie traversa la pièce et s'assit, gardant une distance prudente entre elle et l'étrange visiteuse. Élisabeth sourit tristement. « Tu lui ressembles tellement, tu sais, pas seulement physiquement. » Cette force silencieuse, cette résilience. Elle sortit de son sac un vieux carnet en cuir, usé par le temps. « Ta mère m'a confié ceci avant de mourir. Elle m'a fait promettre de te le donner quand le moment serait venu. » Sophie regarda le carnet, paralysée entre curiosité et terreur. « Le fait que tu aies rencontré Tonnerre, que tu aies pu le toucher, ce n'est pas un hasard, Sophie. » Rien de tout cela n'est un hasard. Dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte, Clémence écoutait, le souffle coupé. Ce qu'elle entendait remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la jeune fille dont elle avait la charge. Et dans l'écurie principale, Jean-Pierre fixait une vieille photographie jaunie qu'il gardait cachée dans une boîte sous des selles inutilisées. Une photo montrant une jeune Marguerite Lefebvre souriante, assise sur un poulain noir, avec une marque blanche en forme de étoile sur le front. « Après toutes ces années, » murmura-t-il, « le passé nous rattrape toujours. » Élisabeth ouvrit délicatement le vieux carnet, ses doigts tremblants caressant les pages jaunies par le temps. Sophie se pencha imperceptiblement, attirée malgré elle par cet objet qui avait appartenu à sa mère.
Ta mère, Marguerite, elle n'était pas simplement la femme que tu as connue, commença Élisabeth, sa voix prenant des accents nostalgiques. Avant d'épouser ton père, elle était l'une des meilleures dresseuses de chevaux de la région. Elle avait un don, Sophie, un don que tu sembles avoir hérité. Elle tourna quelques pages et s'arrêta sur une photographie collée avec soin. Sophie reconnut immédiatement sa mère, plus jeune, rayonnante, ses longs cheveux châtains flottant au vent, tandis qu'elle montait un magnifique cheval noir. C était Étoile Noire, la mère de Tonnerre, expliqua Élisabeth. Un pur sang arabe que personne ne pouvait approcher, sauf Marguerite. Elles avaient une connexion spéciale, comme celle que tu sembles avoir avec son fils. Sophie fixait la photographie, le cœur battant. Sa mère paraissait si vivante, si libre, l'opposé de la femme aux yeux éteints et aux épaules voûtées qu'elle avait connue durant ces dernières années. Quand Marguerite a rencontré ton père, Philippe Lefebvre, il était charmant et ambitieux. Il lui a promis une vie où elle pourrait poursuivre sa passion. Ils ont acheté une petite ferme près d'ici, et pendant un temps, tout semblait parfait. Élisabeth tourna une autre page, révélant des coupures de presse. Inauguration des écuries. Lefebvre. Succès prometteur pour l'élevage de Marguerite Lefebvre. Puis tout a changé. Des investissements hasardeux, des dettes qui s'accumulaient. Philippe a commencé à boire. La première fois qu'il a levé la main sur ta mère, tu venais juste de naître. Sophie ferma les yeux, assaillie par des fragments de souvenirs, des cris étouffés la nuit, sa mère appliquant du maquillage épais le matin, des explications murmurées sur des accidents. Quand tu as eu 5 ans, ton père a vendu tous les chevaux pour rembourser ses dettes, sauf Étoile Noire, qui était alors pleine. Marguerite l'a cachée chez moi, à la ferme voisine. C'est là que Tonnerre est né, pendant un violent orage d'été. Sophie rouvrit les yeux, rivée sur le carnet. Ton père l'a découvert. La confrontation a été terrible. Élisabeth hésita. Cette nuit-là, Marguerite a pris une décision désespérée. Elle a libéré Étoile Noire et son poulain dans les collines, préférant les savoirs sauvages que maltraités par Philippe. Peu après, Étoile Noire a été retrouvée morte au pied d'une falaise. Un accident, selon la version officielle. À l'extérieur de la salle commune, Clémence retenait son souffle, pétrifiée par ce qu'elle entendait. Cette histoire expliquait tant de choses et pourtant soulevait encore plus de questions. Ta mère n'a jamais cessé de chercher le poulain, continua Élisabeth. Elle croyait qu'il avait survécu. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle échappait pour explorer les collines. Et puis un jour, peu avant sa mort, elle l'a trouvé devenu un magnifique étalon sauvage. Élisabeth tourna plusieurs pages jusqu'à la fin du carnet. Elle, écriture y était plus tremblante, comme si Marguerite avait été affaiblie ou pressée. Ce sont les derniers mots qu'elle a écrits, dit-elle en tendant le carnet à Sophie. Sophie hésita, puis accepta l'objet. Les mots dansaient devant ses yeux embués. Ma chère Sophie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Je veux que tu saches que j'ai essayé de toutes mes forces, mais si je ne peux plus être présente, je t'envoie un gardien. Cherche Tonnerre, il te trouvera quand tu auras besoin de lui. Il te montrera le chemin vers ce qui a été caché. Suis-le jusqu'au rocher fendu, là où les 3 chaînes forment un triangle. Ce que j'y ai enterré te rendra ta liberté. Je t'aime, ma petite étoile. Sois plus forte que je ne l'ai été. Une larme tomba sur la page. La première que Sophie versait ouvertement depuis des mois. Le poids dans sa poitrine, cette masse glacée qui l'empêchait de parler, semblait se fissurer légèrement. Ta mère savait qu'elle était en danger, murmura Élisabeth. Elle a préparé une issue de secours pour toi, mais elle n'a jamais pu l'utiliser. Un bruit soudain dans le couloir les fit sursauter. Jean-Pierre se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage normalement stoïque déformé par émotion. « Vous n'auriez pas dû venir, Madame Devreux, » dit-il d'une voix rauque. « Certaines choses devraient rester enterrées. »
Élisabeth se redressa, soudain plus imposante malgré sa fragilité physique. C'est précisément ce que Philippe Lefebvre aimerait, n'est-ce pas, Jean-Pierre, que tout reste enterré, y compris la vérité sur la mort de Marguerite? Sophie se leva brusquement, son regard allant de l'un à l'autre. « Vous ne comprenez pas ?» insista Jean-Pierre, ses mains massives serrées en poing. « Il va sortir de prison dans moins d'1 mois. » Le jugement pour violence conjugale ne lui a valu qu'une peine légère. S'il apprend que Sophie a retrouvé Tonnerre, s'il soupçonne qu'elle pourrait découvrir ce que Marguerite a caché... Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. Son père, libre, bientôt. C'est précisément pourquoi elle doit savoir, répliqua Élisabeth, pour se préparer, pour comprendre pourquoi sa mère est vraiment morte. Jean-Pierre s'avança, menaçant. « Vous jouez avec sa vie. »« Non !» intervint Clémence, sortant enfin de l'ombre du couloir. « Nous essayons de la sauver, de lui donner les armes pour affronter son passé. » Elle se tourna vers Sophie. « Et je crois que la première étape est de retourner voir Tonnerre, officiellement cette fois. » Sophie serra le carnet contre sa poitrine, comme un talisman. Pour la première fois depuis son arrivée à Beausoleil, elle releva complètement la tête, son regard croisant successivement celui de chaque adulte présent. Puis elle hocha légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais qui, dans son silence absolu, résonna comme un cri de défi. L'aube se levait à peine lorsque le petit groupe se mit en marche vers la prairie. La lumière matinale transformait la rosée en diamants éparpillés sur l'herbe haute. Sophie marchait en tête, guidant instinctivement les autres comme si elle avait toujours connu ce chemin. Derrière elle, Clémence et Jean-Pierre échangeaient des regards tendus. Élisabeth, soutenue par Marie, elle, éducatrice, fermait la marche. Le docteur Beaulieu avait insisté pour se joindre à eux, son carnet de notes à la main, visiblement partagé entre scepticisme professionnel et curiosité. « Vous êtes certaine que c'est prudent ?» murmura-t-il à Clémence. « Un cheval sauvage, une adolescente traumatisée. »« Regardez-la !» répondit simplement Clémence. En effet, Sophie semblait transformée. Ses épaules, habituellement voûtées étaient redressées. Sa démarche, autrefois hésitante, affichait maintenant une détermination nouvelle. Le carnet de sa mère était glissé dans la poche arrière de son jean, comme un talisman protecteur. Ils atteignirent enfin une clairière bordée d'arbres centenaires. Sophie s'arrêta, faisant signe aux autres de ne pas avancer davantage. « Comment va-t-elle l'appeler » chuchota Marie. Jean-Pierre secoua la tête. « Elle n'a pas besoin de l'appeler. Il viendra. » Comme pour confirmer ses paroles, un hennissement lointain résonna au-delà de la crête. Quelques instants plus tard, Tonnerre apparut, sa silhouette majestueuse se détachant contre le ciel pâle du matin. Il s'arrêta net en apercevant le groupe, ses naseaux frémissants, prêts à s'enfuir. Mais Sophie fit un pas en avant, puis un autre. Elle sortit quelque chose de sa poche, une pomme qu'elle avait prise au petit déjeuner. Le fruit rouge brillait dans sa paume comme une offrande. « C'est extraordinaire », murmura le docteur Beaulieu. Son langage corporel est complètement différent. Tonnerre hésita, puis descendit lentement la pente. Ses sabots foulaient l'herbe sans bruit, comme s'il flottait au-dessus du sol. Arrivé à quelques mètres de Sophie, il s'arrêta, méfiant face à l'assemblée inhabituelle. Sophie resta parfaitement immobile, la pomme tendue. Puis, à la stupéfaction de tous, ses lèvres s'entr'ouvrirent et un son en sortit. Un doux sifflement, à peine audible, mais qui figea l'étalon sur place. « C'est le signal de Marguerite », souffla Élisabeth, des larmes dans la voix. Le signal qu'elle utilisait pour appeler Étoile Noire. Tonnerre avança encore, jusqu'à ce que son museau touche doucement la pomme. Avec une délicatesse surprenante, pour un animal si puissant, il la prit des mains de Sophie, leurs regards connectés dans une communication silencieuse que personne d'autre ne pouvait comprendre. « Je n'ai jamais rien vu de tel », admit Jean-Pierre. « Cet étalon a rejeté toutes mes tentatives d'approche pendant 1 an, et regardez-le maintenant. » Sophie tendit lentement la main et caressa l'encolure du cheval. Tonnerre frissonna,
mais ne recula pas. Au contraire, il s'approcha davantage, jusqu'à ce que sa tête repose contre l'épaule de la jeune fille. Ce fut à ce moment précis que cela se produisit. Un miracle silencieux mais puissant. Sophie parla. « Maman te connaissait », dit-elle d'une voix rauque d'avoir été trop longtemps inutilisée, mais claire et déterminée. « Et maintenant, moi aussi. » Un silence stupéfait s'abattit sur le groupe. Marie porta une main à sa bouche. Le docteur Beaulieu laissa tomber son carnet. Clémence et Jean-Pierre échangèrent un regard incrédule. « Ma chérie, » dit doucement Élisabeth en s'avançant, « tu peux parler ?» Sophie se tourna vers eux, toujours appuyée contre Tonnerre, comme s'il lui transmettait sa force. « Je pouvais toujours parler, » répondit-elle, « mais les mots étaient dangereux. Ils provoquèrent sa colère, son père. Toujours lui, cette ombre menaçante qui planait sur son existence. Ici, avec lui, continua-t-elle en désignant Tonnerre, je me sens en sécurité. » Clémence s'approcha lentement, soucieuse de ne pas effrayer l'étalon. « Sophie, c'est merveilleux, c'est un premier pas énorme. » Le docteur Beaulieu ramassa son carnet, l'expression bouleversée. Sa formation scientifique peinait à expliquer ce dont il venait d'être témoin. « Je dois le suivre », déclara soudain Sophie, se tournant vers Élisabeth. « Le rocher fendu, les 3 chaînes, je dois trouver ce que maman a caché. » Jean-Pierre s'avança brusquement. « Non, c'est trop dangereux. »« Pourquoi ?» demanda Clémence. « Qu'est-ce qui vous effraie tant, Jean-Pierre ?» L'homme massif baissa les yeux, visiblement tourmenté. « Vous ne comprenez pas, Philippe Lefebvre n'est pas seulement un homme violent, c'est un homme qui a des connexions. Des gens qui le protègent. »« Quelles connexions ?» insista Clémence. « Des gens puissants, » intervint Élisabeth. « Des gens qui avaient intérêt à ce que certaines activités aux écuries Lefebvre restent discrètes. »« De quoi parlez-vous » s'impatienta le docteur Beaulieu. « Blanchiment d'argent, » lâcha Jean-Pierre. « Trafic de chevaux volés. » Philippe utilisait l'entreprise de Marguerite comme couverture. Quand elle l'a découvert et a menacé de le dénoncer, il l'a tué, acheva Sophie, son visage pâle mais déterminé. Ce N n'était pas une pneumonie, n'est-ce pas? C était lui. Un silence pesant confirma ses soupçons. Tu le savais? Demanda doucement Élisabeth. Je l'ai toujours su, répondit Sophie, sa main s'enfonçant dans la crinière de Tonnerre. Mais personne ne m'aurait cru. J était juste une enfant perturbée qui détestait son père. Tonnerre s'agita soudain, ses oreilles se dressant vers la forêt. Un instant plus tard, un craquement de branches se fit entendre. « Quelqu'un approche », chuchota Marie. Jean-Pierre fit un geste pour qu'il se taise. Sophie, instinctivement, se plaça de l'autre côté de Tonnerre, comme pour se cacher. Une silhouette émergea des arbres, Pascal Girard, le gardien de nuit du centre. « Madame Dubois » appela-t-il, essoufflé. « Un appel urgent pour vous au centre. La police. » Clémence fronça les sourcils. « Que se passe-t-il » Pascal jeta un regard nerveux vers Sophie. « C'est au sujet de Philippe Lefebvre. Il a été libéré hier pour bonne conduite, plus tôt que prévu. » Le visage de Sophie se vida de toutes couleurs. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle serait tombée si Tonnerre ne était pas déplacé pour la soutenir. « Non, murmura-t-elle, non, non, non. Il a appelé le centre, poursuivit Pascal, mal à l'aise. Il dit qu'il vient chercher sa fille aujourd'hui, qu'il a récupéré ses droits parentaux. » Le monde sembla s'effondrer autour de Sophie. Mais alors qu'elle commençait à s'enfoncer dans la panique, Tonnerre hennit puissamment, comme un cri de défi contre la menace invisible. Ce son la ramena à la réalité, à la présence solide du cheval contre elle, au carnet de sa mère dans sa poche. « Je dois trouver ce que maman a caché », dit-elle, sa voix retrouvant sa fermeté. « Maintenant, avant qu'il n'arrive. » Jean-Pierre et Clémence échangèrent un regard lourd de sens. « D'un point de vue légal, c'est compliqué », commença le docteur Beaulieu. « Au diable la légalité !» s'exclama Élisabeth. « Cet enfant est en danger. » Clémence prit une décision rapide. « Pascal, retournez au centre.
Dites à la police que Sophie est en sortie thérapeutique et qu'elle ne reviendra pas avant ce soir. Gagnez-nous du temps. Et ensuite, demanda Marie, visiblement inquiète. Ensuite, répondit Jean-Pierre en regardant Sophie et Tonnerre, nous trouvons ce rocher fendu avant que Philippe Lefebvre ne nous trouve. La forêt épaississait autour d'eux à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les terres sauvages qui bordaient la propriété de Beausoleil. Le soleil, désormais haut dans le ciel, peinait à percer la dense canopée, créant un monde d'ombres mouvantes et de rayons dorés épars. Sophie marchait aux côtés de Tonnerre, sa main posée légèrement sur son encolure. Elle et Talon avançaient d'un pas sûr, comme s'ils connaissaient parfaitement leur destination. Derrière eux, Clémence, Jean-Pierre et Elisabeth suivaient en silence, tandis que Marie et le docteur Beaulieu étaient retournés au centre pour gérer la situation avec la police et tenter de retarder l'arrivée de Philippe Lefebvre. « Comment sauras-tu reconnaître ce rocher ?» demanda Clémence, brisant enfin le silence oppressant. Sophie haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas, mais lui, il sait, » répondit-elle en désignant Tonnerre. Jean-Pierre, qui ouvrait le chemin à coups de bâton pour écarter les branches basses, émit un grognement sceptique. « Un cheval n'est pas un chien truffier, Sophie. Il ne peut pas suivre une piste vieille de 8 ans. »« Tu te trompes, » intervint Elisabeth, son souffle court trahissant l'effort que cette marche lui coûtait. « Les chevaux ont une mémoire exceptionnelle, surtout pour les lieux. Et celui-ci a le sang de Étoile Noire. Si Marguerite l'a emmené là-bas, même une fois, il s'en souviendra. » Jean-Pierre s'arrêta brusquement et se tourna vers la vieille femme, son visage durci par une colère contenue. « Vous en savez beaucoup pour quelqu'un qui prétend ne être qu'une amie de Marguerite. » Elisabeth soutint son regard sans ciller. « Je n'ai jamais prétendu ne être qu'une amie, monsieur Mercier. J était sa confidente, sa protectrice quand elle en avait besoin. Et pourtant, vous n'avez rien fait pour l'aider quand Philippe... »« Assez !» intervint Clémence. « Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour régler vos comptes. Sophie a besoin de nous tous. » Sophie les observait, l'expression indéchiffrable. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle demanda « Jean-Pierre, pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Vous travaillez pour mes parents. » Vous saviez ce qui se passait. L'homme massif détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « C'est compliqué, Sophie. »« Non, » répliqua-t-elle, une nouvelle assurance dans sa voix. « Ça ne l'est pas. Vous avez eu peur, comme maman, comme moi. » Jean-Pierre laissa échapper un soupir douloureux. « J'ai essayé, à ma façon. J'ai essayé de la convaincre de partir avec toi. Mais elle disait qu'il vous retrouverait toujours. Qu'il avait des amis partout. » Il fit une pause. Et puis, il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle voulait récupérer avant de s'enfuir. « Les preuves, » murmura Elisabeth. « Les documents sur les activités illégales de Philippe. » Tonnerre s'arrêta soudainement, ses oreilles dressées, attentif à un bruit que les humains ne percevaient pas encore. Sophie posa une main apaisante sur son encolure. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle doucement. Elle et Talon tourna la tête vers l'est, vers une pente abrupte couverte de buissons épineux. Il hennit doucement, comme pour l'encourager à le suivre. « Il veut nous montrer quelque chose, » dit Sophie, commençant déjà à avancer dans cette direction. La montée fut difficile. Les ronces s'accrochaient à leurs vêtements et le sol instable glissait sous leurs pas. Elisabeth, épuisée, dut s'appuyer sur Clémence, son visage pâle et en sueur, témoignant de l'effort surhumain qu'elle fournissait. « Vous devriez peut-être retourner au centre, » suggéra Clémence, inquiète. « Hors de question, » répondit fermement la vieille femme. « J'ai fait une promesse à Marguerite. Je serai là quand Sophie trouvera ce qu'elle cherche. » Après 20 minutes d'ascension laborieuse, ils atteignirent un plateau rocheux. Tonnerre s'avança directement vers une formation rocheuse imposante qui semblait avoir été fendue en deux par un éclair ou un ancien séisme. Le rocher fendu,
souffla Sophie, son cœur s'accélérant. Jean-Pierre scrutait les environs. Et les 3 chaînes? Le carnet parlait de 3 chaînes formant un triangle. Sophie suivit le regard de Tonnerre qui semblait fixer un point au-delà du rocher. Et effectivement, là, partiellement cachés par la végétation, se dressaient 3 chaînes massifs, disposés selon un triangle presque parfait. « Là », dit-elle, pointant du doigt. Ils s'approchèrent des arbres centenaires. Au centre du triangle qu'ils formaient, le sol semblait différent, plus meuble, comme si la terre avait été retournée il y a longtemps et n'avait jamais retrouvé sa compacité d'origine. Jean-Pierre sortit de son sac à dos une petite pelle pliable. « J'ai pensé que ça pourrait servir », expliqua-t-il devant le regard surpris de Clémence. Sophie s'agenouilla et commença à creuser, ses mains rejoignant bientôt la pelle de Jean-Pierre. Après quelques minutes d'effort, la pelle heurta quelque chose de dur. « Il y a quelque chose !» s'exclama Sophie, redoublant d'efforts. Bientôt, ils dégagèrent une petite boîte métallique, du type de celles utilisées pour ranger des munitions, mais reconvertie. Elle était scellée avec un cadenas à combinaison. « Comment l'ouvrir ?» demanda Clémence, fixant le cadenas rouillé. Sophie réfléchit un instant, puis sortit le carnet de sa mère. Elle le feuilleta jusqu'à trouver la dernière entrée. « Cause ma petite étoile », lut-elle à voix haute. Et c'est comme ça qu'elle m'appelait toujours. Ses doigts, tremblants, composèrent le code sur le cadenas, 52015. Sa date de naissance. Le cadenas s'ouvrit. À l'intérieur de la boîte, soigneusement emballée dans un sac plastique pour les protéger de l'humidité, se trouvaient plusieurs documents. Des lettres, des photos, une clé USB et un petit carnet à la couverture en cuir usé. Sophie prit délicatement la clé USB. « Qu'est-ce que c'est ? La preuve que ta mère cherchait, » répondit Elisabeth. « La preuve que ton père utilisait les écuries pour blanchir de l'argent et faire transiter des chevaux volés. » Jean-Pierre examinait une des photos. Elle montrait Philippe Lefebvre serrant la main d'un homme en costume élégant devant les écuries. « Jules Meunier », murmura-t-il. « Le juge qui a ordonné la libération anticipée de Philippe. »« Tout est connecté, » dit Clémence, commençant à comprendre l'ampleur de la situation. Sophie ouvrit le petit carnet en cuir. À l'intérieur, des colonnes de chiffres, des dates, des noms, tous écrits de la main précise de sa mère. Un véritable registre comptable parallèle. Elle documentait tout, dit-elle doucement, tournant les pages avec révérence. Chaque transaction, chaque cheval. Soudain, Tonnerre s'agita, piaffant nerveusement. Ses oreilles s'aplatirent contre son crâne, et un souffle bruyant s'échappa de ses naseaux. « Qu'est-ce qui lui prend ?» demanda Clémence, alarmée. Jean-Pierre se leva d'un bond, scrutant les alentours. Quelqu'un approche. Comme pour confirmer ses paroles, le craquement distinct d'une branche se fit entendre en contrebas de la colline. « Vite !» chuchota-t-il, « remballez tout !» Sophie remit précipitamment les documents dans la boîte et la glissa dans son sac à dos. Elisabeth était figée, son regard fixé sur un point entre les arbres. « C'est trop tard !» dit-elle, sa voix à peine audible. « Il est là !» Et effectivement, émergeant de l'ombre des arbres, la silhouette imposante d'un homme se détachait. Même à cette distance, Sophie reconnut immédiatement la démarche assurée, les épaules larges, la posture intimidante de son père. Philippe Lefebvre les avait trouvés. Philippe Lefebvre gravissait la pente avec l'assurance d'un prédateur qui a acculé sa proie. Malgré les 8 années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait été photographié avec le juge, il n'avait guère changé, toujours le même visage, taillé à la serpe, les mêmes épaules massives, la même aura de danger contenu qui avait terrorisé Sophie pendant toute son enfance. « Ma chérie », appela-t-il d'une voix doucereuse qui fit frissonner Sophie, « enfin, je te retrouve. » Instinctivement, Sophie recula, se pressant contre le flanc de Tonnerre. Les talons réagit immédiatement, s'interposant entre elle et la menace qui approchait, ses oreilles plaquées en arrière, ses naseaux dilatés.
Jean-Pierre s'avança, formant avec son corps imposant une seconde barrière. « Tu n'as rien à faire ici, Philippe, dit-il, sa voix basse et menaçante. Retourne d'où tu viens. » Philippe s'arrêta à quelques mètres, un sourire narquois aux lèvres. Il portait un costume élégant qui semblait déplacé dans cet environnement forestier, comme s'il s'était habillé pour une occasion spéciale. Jean-Pierre, mon vieil ami, toujours aussi fidèle, je vois. Mais cette fois, tu es du mauvais côté de l'histoire. Il sortit de sa poche intérieure un document officiel qu'il agita. Ordonnance du tribunal. J'ai récupéré la garde pleine et entière de ma fille. Alors, écarte-toi. Clémence s'avança à son tour. Monsieur Lefebvre, Sophie est sous la protection du Centre Beausoleil. Nous avons des protocoles à suivre avant de... Épargnez-moi votre baratin administratif, coupa Philippe, son sourire évanouissant. J'ai parlé au juge Meunier personnellement. Tout est en ordre. Son regard glissa vers Élisabeth, qui se tenait légèrement en retrait. Tiens, Élisabeth Devreux. Je me demandais quand vous sortiriez de l'ombre. Certaines ombres ne disparaissent jamais vraiment, Philippe, répondit-elle calmement. Elles attendent simplement le bon moment pour s'allonger. Un éclat de compréhension traversa le regard de Philippe, rapidement remplacé par une colère froide. Je vois, c'est vous qui avez orchestré tout ceci. Vous n'avez jamais pu accepter que Marguerite ait choisi de rester avec moi. Elle n'a pas choisi, intervint Sophie, sa voix tremblante mais déterminée. Tu l'as piégée, puis tu l'as tuée. Philippe tourna son attention vers sa fille, son expression oscillante entre surprise et calcul. Alors tu parles maintenant? Intéressant? Les rapports indiquaient un mutisme total. Il fit un pas vers elle. Sophie, tu ne comprends pas. Ta mère était malade, dépressive. Elle s'inventait des histoires. Mensonge, siffla Sophie. J'ai vu les marques sur son corps. J'ai entendu ses cris la nuit. Tonnerre piaffa nerveusement, sentant la tension monter. Philippe jeta un regard appréciateur à l'étalon. Magnifique animal. Le fils des étoiles noires, je présume. Il vaut une petite fortune sur le marché noir. Son regard revint à Sophie. Ma chérie, je comprends ta confusion. Ces gens t'ont empli la tête de fausseté, mais nous pouvons repartir à zéro, toi et moi, comme tu l'as fait avec maman, en la frappant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se relever. Le masque de gentillesse de Philippe se fissura légèrement. Je vois qu'on t'a raconté des histoires. Ce n'est pas grave, nous aurons tout le temps de corriger cela. En attendant, son regard se durcit. Donne-moi ce que tu viens de déterrer. Le sang de Sophie se glaça. Il savait. Je ne vois pas de quoi tu parles, répondit-elle, sa main se crispant inconsciemment sur son sac à dos. Ne me prends pas pour un imbécile. La voix de Philippe claqua comme un fouet, faisant sursauter tout le monde. Ta mère a volé des documents qui m'appartiennent. Je les veux, maintenant. Jean-Pierre fit un pas en avant, menaçant. Tu ferais mieux de partir, Philippe. La police est en route. La police? Philippe éclata d'un rire qui n'avait rien de joyeux. Tu crois vraiment que la police locale fera quoi que ce soit contre moi? Le commissaire Duval joue au golf avec moi tous les dimanches. Il s'avança encore, et cette fois, Tonnerre réagit violemment, se cabrant et hennissant avec une agressivité que Sophie ne lui avait jamais vue. Philippe recula précipitamment, son assurance momentanément ébranlée. « Ce maudit canasson !» cracha-t-il. « Il devrait être abattu, comme sa mère. » Sophie se figea. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Un sourire cruel étira les lèvres de Philippe. « Tu croyais vraiment qu'Étoile Noire était tombée d'une falaise par accident? Cette jument était trop précieuse pour ta mère ?» Elle ne l'aurait jamais vendue, même quand nous avions désespérément besoin d'argent. « Tu l'as tuée, » murmura Sophie, horrifiée. « Tu as tué la jument de maman. » Affaires sont affaires, l'assurance a bien payé. Il haussa les épaules avec désinvolture. Mais assez parlé du passé. Donne-moi ces documents, Sophie, et je pourrais être enclin à la clémence. Clémence s'interposa.
Monsieur Lefebvre, même avec une ordonnance du tribunal, vous ne pouvez pas... » « Silence !» rugit Philippe, perdant soudain tout contrôle. « J'en ai assez de vos interférences. » Il sortit un objet de sa poche, un pistolet compact qu'il pointa alternativement sur chacun d'eux. « Maintenant, vous allez tous reculer pendant que ma fille me donne ce qui m'appartient. » Le temps sembla se figer. Sophie sentit une terreur familière l'envahir, celle qui l'avait paralysée pendant des années. Mais quelque chose était différent cette fois. Elle n'était plus seule, impuissante. Elle avait Tonnerre. Elle avait la vérité. « Ces documents ne t'appartiennent pas, » dit-elle, trouvant une force qu'elle ne se connaissait pas. « Ils appartiennent à la justice, comme toi. » Le visage de Philippe se tordit de rage. « Petite ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi, ce que tu as fait... » Sophie laissa échapper un rire amer. « Tu as détruit notre famille, tu as battu maman jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Tu m'as terrorisé pendant des années. Et je vais continuer si tu ne me donnes pas immédiatement ces papiers. » Il pointa le pistolet directement sur elle. Ce fut à ce moment que plusieurs choses se produisirent simultanément. Jean-Pierre bondit en avant avec une vivacité surprenante pour sa corpulence. Elisabeth cria quelque chose que Sophie ne comprit pas. Et Tonnerre, magnifique et féroce, se cabra de toute sa hauteur, ses sabots avant battant l'air dans un hennissement assourdissant. La détonation du pistolet déchira l'air, suivi d'un second coup de feu qui semblait venir d'ailleurs. Sophie vit Jean-Pierre chanceler en arrière, une tache rouge élargissant sur sa chemise. Elle vit son père s'effondrer également, touché à l'épaule. Et puis le chaos. Des voix criant des ordres, des silhouettes en uniforme émergeant des arbres. Tonnerre, terrorisé par les coups de feu, s'élançant vers la forêt. « Non !» cria Sophie. « Tonnerre, attends !» Sans réfléchir, elle s'élança à sa poursuite, ignorant les appels de clémence. Le monde se réduisit à la silhouette de l'étalon noir fuyant à travers les arbres et à ses propres jambes luttant pour le suivre. Les branches fouettaient son visage, les ronces agrippaient ses vêtements, mais elle continua, poussée par une détermination désespérée. « Tonnerre !» appelait-elle, encore et encore. « S'il te plaît, ne m'abandonne pas !» Et soudain, elle déboucha dans une clairière baignée de lumière. Tonnerre s'était arrêté au centre, comme s'il l'attendait. Il se tourna vers elle, ses yeux sauvages emplis d'une intelligence presque humaine. Sophie s'approcha lentement, le souffle court, les mains tendues. « C'est fini », murmura-t-elle. « Il ne peut plus nous faire de mal maintenant. » Elle et Talon hennit doucement, puis s'approcha d'elle, pressant son museau contre sa joue, comme pour essuyer les larmes qu'elle n'avait même pas conscience de verser. « Je ne te laisserai pas, » promit Sophie, enfouissant son visage dans sa crinière. « Jamais !» Derrière elle, des bruits de pas approchaient, mais elle resta ainsi, agrippée à Tonnerre, comme à une bouée de sauvetage dans la tempête qui avait été sa vie. Une voix inconnue brisa finalement le silence. « Mademoiselle Lefebvre ?» Sophie se retourna lentement. Un homme en uniforme de police se tenait à l'orée de la clairière, son arme rangée, ses mains levées en signe de paix. « Je suis le lieutenant Moreau, de la police judiciaire de Marseille. Nous enquêtons sur votre père depuis des mois. » Il fit un pas prudent vers elle. « Vous êtes en sécurité maintenant, mais votre ami, monsieur Mercier, a besoin de soins urgents. » Le cœur de Sophie se serra. « Jean-Pierre, est-ce qu'il va... » « L'hélicoptère médicalisé est en route, » répondit le lieutenant. « Mais nous devons retourner là-bas, et nous avons besoin des preuves que vous avez trouvées. » Sophie jeta un regard à Tonnerre, qui semblait plus calme maintenant. Doucement, elle détacha son sac à dos et en sortit la boîte métallique. « C'est tout ce que ma mère a laissé, » dit-elle. « Toute la vérité. » Le lieutenant hocha gravement la tête. Votre mère était très courageuse, et vous aussi, mademoiselle Lefebvre. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, une fragile lueur qui grandissait en elle, comme l'aube après une nuit interminable.
L'hôpital de Marseille bourdonnait d'activité, un contraste saisissant avec le silence pesant qui régnait dans la petite salle d'attente du service de chirurgie. Sophie était assise, immobile, ses mains serrées autour d'un gobelet de thé froid que quelqu'un lui avait donné des heures auparavant. Ses vêtements, encore couverts de terre et de feuilles, portaient des traces sombres du sang de Jean-Pierre. Clémence faisait les 100 pas, s'arrêtant occasionnellement pour jeter un regard vers les portes battantes qui menaient au bloc opératoire. Elisabeth, épuisée par les événements de la journée, somnolait sur une chaise, son visage marqué par l'âge et l'inquiétude même dans son sommeil. « Ça fait 4 heures !» murmura Sophie, brisant enfin le silence. « Pourquoi personne ne vient nous dire quelque chose ?» Clémence s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Les chirurgiens font tout ce qu'ils peuvent. Jean-Pierre est robuste. »« Il va s'en sortir ?» Mais son ton manquait de conviction. La balle avait touché Jean-Pierre près du cœur, et la quantité de sang qu'il avait perdu avant l'arrivée de l'hélicoptère médical était alarmante. Le lieutenant Moreau apparut à l'entrée de la salle d'attente, son visage grave reflétant la gravité de la situation. Il s'approcha d'elle, tenant un dossier sous le bras. « Mesdames », salua-t-il sobrement. « Des nouvelles de Monsieur Mercier ?» Clémence secoua la tête. « Toujours au bloc. » Le lieutenant hocha la tête, puis se tourna vers Sophie. « J'ai des informations que vous devriez entendre. Votre père est hors de danger. La balle a traversé son épaule sans toucher d'artère majeure. » Sophie ne réagit pas visiblement à cette nouvelle. Une partie d'elle, une partie qu'elle n'aimait pas reconnaître, avait espéré qu'il ne survive pas. « Il est sous garde policière, poursuivit Moreau. Et il ne sortira pas de prison de sitôt. Les documents que vous nous avez remis contiennent des preuves accablantes de ses activités criminelles sur une période de plus de 10 ans. Et concernant la mort de ma mère, demanda Sophie, sa voix à peine audible. Le lieutenant échangea un regard avec Clémence avant de répondre. Les analyses préliminaires des échantillons de cheveux de votre mère, conservés dans la boîte, montrent des niveaux élevés d'arsenic, compatible avec un empoisonnement progressif sur plusieurs mois. Sophie ferma les yeux, assimilant cette confirmation de ce qu'elle avait toujours suspecté. Sa mère, elle, n'était pas morte d'une pneumonie. Elle avait été systématiquement empoisonnée par son propre mari. Nous avons également trouvé des correspondances entre votre père et plusieurs officiels, dont le juge Meunier, continua Moreau. Ils sont tous en train d'être interrogés en ce moment même. Elisabeth S. était réveillée et écoutait attentivement. Le réseau de Philippe S. étendait loin, dit-elle, plus loin que nous ne l'imaginions. Effectivement, confirma le lieutenant. Nous avons découvert des connexions avec un réseau international de trafic de chevaux de course, des animaux volés, leurs identités falsifiées, puis revendus à des prix exorbitants. Sophie repensa à Tonnerre, actuellement hébergé dans les écuries spéciales de la police équestre de Marseille. Le vétérinaire qui l'avait examiné avait été stupéfait par sa lignée pure, visible dans chacun de ses traits. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Le lieutenant semblait mal à l'aise face à cette question. « Techniquement, vous êtes encore mineur, et avec votre père en détention préventive, elle reste sous la responsabilité du centre Beausoleil. » Intervint fermement Clémence. « J'ai déjà contacté le juge des enfants qui a initialement placé Sophie chez nous. La situation est exceptionnelle, mais claire. » Moreau hocha la tête, visiblement soulagé de cette solution. « Bien sûr, cela semble le plus approprié pour l'instant. » Les portes battantes s'ouvrirent soudain, et un chirurgien en tenue verte apparut, son masque baissé, révélant un visage épuisé. Tout le monde se leva d'un bond. « Famille de Jean-Pierre Mercier ?» demanda-t-il, scrutant la petite assemblée. « Nous sommes sa famille » répondit Clémence sans hésitation. « Comment va-t-il » Le chirurgien soupira profondément. « L'opération a été difficile. La balle avait provoqué des dégâts considérables. Nous avons dû réparer une artère majeure et retirer une partie du lobe pulmonaire. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Mais il va s'en sortir ?»
Il est stable pour l'instant, répondit prudemment le médecin. Les prochaines 48 heures seront critiques. Mais c'est un homme robuste, avec une volonté de vivre impressionnante. Un poids sembla se soulever légèrement des épaules de Sophie. Jean-Pierre avait risqué sa vie pour la protéger, pour protéger la vérité que sa mère avait tenté de préserver. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. « Il est en soins intensifs. Seule la famille proche est autorisée et il est inconscient pour l'instant. Je suis sa nièce, » mentit Sophie sans hésitation. « S'il vous plaît, j'ai besoin de le voir, même brièvement. » Le chirurgien hésita puis acquiesça. 5 minutes, pas plus, et il ne vous entendra probablement pas. Guidée par une infirmière, Sophie suivit le long couloir jusqu'à l'unité de soins intensifs. Jean-Pierre était méconnaissable sous les tubes et les bandages, son visage pâle contrastant avec la blancheur des draps. Le bip régulier des machines était la seule indication qu'il vivait encore. Sophie s'approcha du lit et prit délicatement sa main massive dans la sienne. « Jean-Pierre, » murmura-t-elle, « c'est Sophie. Je sais que vous m'entendez quelque part. Je voulais vous dire... » Sa voix se brisa. « Merci. Merci d'avoir protégé ma mère du mieux que vous pouviez. Merci d'avoir essayé de me protéger aussi. » Une larme tomba sur leurs mains jointes. « Les documents sont en sécurité. La police a tout. Mon père ne fera plus jamais de mal à personne. Et c'est grâce à vous et à maman et à Elisabeth. » Elle crut sentir une légère pression de ses doigts. Mais peut-être ne était-ce que son imagination. « Je vais prendre soin de Tonnerre, » promit-elle. « Je vais l'apprivoiser complètement. Il sera le plus beau cheval de Beausoleil. » « Vous verrez quand vous reviendrez. » L'infirmière toucha doucement son épaule, lui signalant que le temps était écoulé. Sophie hocha la tête et se pencha pour déposer un baiser sur le front de Jean-Pierre. « Battez-vous, » chuchota-t-elle. « Nous avons encore besoin de vous. » De retour dans la salle d'attente, elle trouva Clémence en pleine conversation avec un nouveau venu, un homme d'âge moyen en costume bien coupé qui tenait une serviette en cuir. « Ah, Sophie, » dit Clémence en la voyant, « je te présente Maître Bonnet. Il était l'avocat de ta mère. » L'homme tendit la main vers Sophie, son regard bienveillant mais triste. « Je suis navré de n'avoir pu vous rencontrer plus tôt, Mademoiselle Lefebvre. Votre mère était une femme remarquable. » Sophie serra sa main, confuse. « L'avocat de ma mère? Je ne savais pas qu'elle en avait un. Cela devait rester confidentiel, » expliqua-t-il. Marguerite préparait une action en justice contre votre père. Elle rassemblait des preuves, avec l'aide de Jean-Pierre et de Elisabeth. Il ouvrit sa serviette et en sortit une enveloppe scellée. Elle m'a confié ceci, à remettre à sa fille si jamais il lui arrivait quelque chose avant que la procédure ne soit lancée. Il tendit l'enveloppe à Sophie. « Après toutes ces années, il est temps que vous l'ayez. 2 semaines étaient écoulées depuis la confrontation dans la forêt. Le centre équestre Beausoleil avait retrouvé une apparence de normalité, bien que l'absence de Jean-Pierre se fît cruellement sentir. Il était sorti du coma 3 jours après l'opération, mais restait hospitalisé, sa convalescence s'annonçant longue et difficile. Sophie se tenait dans l'enclos spécial que Clémence avait fait aménager pour Tonnerre. Les étalons, d'abord réticents à être confinés, semblaient maintenant accepter sa nouvelle situation, surtout quand Sophie venait le voir, ce qu'elle faisait 3 fois par jour, invariablement. La jeune fille avait changé. Les autres pensionnaires du centre le remarquaient, tout comme le personnel. Elle parlait désormais, pas beaucoup, mais assez pour exprimer ses besoins, et parfois même ses sentiments. Elle se tenait plus droite, son regard fuyant d'autrefois, remplacé par une détermination tranquille. « Doucement », murmurait-elle, en brossant l'encolure noire et luisante de Tonnerre. « C'est bien, tu es magnifique !» Elle et Talon frémissaient sous ses gestes, mais ne montraient aucun signe d'impatience ou de nervosité. Un lien était formé entre eux, presque palpable pour quiconque les observait ensemble. Elisabeth, qui avait décidé de rester au centre temporairement, observait la scène depuis la barrière de l'enclos.
un sourire mélancolique aux lèvres. « Tu as le don de ta mère », dit-elle lorsque Sophie s'approcha, menant Tonnerre par un simple licol, sans laisse ni contrainte. Elle aussi savait parler aux chevaux. Sophie hocha la tête, acceptant le compliment avec une grâce nouvelle. « Avez-vous lu la lettre ?» demanda-t-elle. L'enveloppe que Maître Bonnet lui avait remise contenait plusieurs documents. Un testament holographe de Marguerite, des lettres et ce qui avait le plus bouleversé Sophie, des photos d'elle bébé dans les bras de sa mère rayonnante, devant une petite ferme entourée de champs verdoyants. « Oui, » répondit Elisabeth, « ton avocat me l'a montré hier. » Sophie avait engagé Maître Bonnet pour représenter ses intérêts. À 16 ans, elle n'était pas encore légalement indépendante, mais les circonstances exceptionnelles avaient convaincu le juge des enfants de lui accorder une émancipation partielle sous la tutelle conjointe de Clémence et de Elisabeth. Alors c'est vrai? Cette ferme, les 3 chênes, elle m'appartient? Elisabeth acquiesça. Ta mère l'avait achetée en secret, avec l'argent de l'héritage de sa grand-mère. Philippe n'en a jamais rien su. Elle l'a mise à ton nom dès ta naissance. Sophie caressa distraitement le museau de Tonnerre. C'est là qu'elle voulait nous emmener, n'est-ce pas, quand elle aurait eu assez de preuves contre mon père? Oui. Et était son plan d'évasion? Elisabeth soupira profondément. Si seulement elle avait eu le temps. Un silence s'installa entre elles, non pas inconfortable, mais empli de réflexions partagées sur ce qui aurait pu être. « J'aimerais la voir », dit finalement Sophie. « La ferme, est-ce loin d'ici ?»« À peine 30 kilomètres, » répondit Elisabeth. « Je m'y suis rendue occasionnellement au fil des ans, pour m'assurer que tout était en ordre. » Le fermier voisin, Monsieur Leblanc, veille sur la propriété contre un loyer modique qui alimente un compte à ton nom. Sophie tourna son regard vers Tonnerre, qui broutait paisiblement près d'elle. Il devrait y venir aussi. C'est là que sa mère était heureuse. Avant tout ça. Elisabeth acquiesça, comprenant parfaitement le besoin de Sophie de relier les fragments de son passé, de donner un sens à tout ce qu'elle avait découvert ces dernières semaines. « Je vais en parler à Clémence, » promit-elle. « Je suis sûre qu'elle comprendra. » Un bruit de moteur les fit se retourner. Une voiture s'engageait dans l'allée menant au centre, celle du lieutenant Moreau. Depuis l'incident, l'officier était devenu une présence régulière à Beausoleil, tenant Sophie informée de l'avancement de l'enquête et recueillant son témoignage avec une patience et une délicatesse qui avaient gagné le respect de tous. « Des nouvelles ?» demanda Sophie quand il les rejoignit près de l'enclos. Le lieutenant hocha la tête, son expression grave mais non dépourvue d'une certaine satisfaction. Le juge Meunier a été suspendu de ses fonctions en attendant son procès. 2 autres juges et un procureur ont également été mis en examen. Il sortit un petit carnet de sa poche. Le réseau était plus vaste que nous ne le pensions initialement. Votre père ne parlera pas, bien sûr, mais d'autres impliqués ont commencé à coopérer pour obtenir des peines réduites. Et concernant l'autre affaire ? Demanda Elisabeth, hésitante. Moreau comprit immédiatement la référence à la mort de Marguerite. L'exhumation a été autorisée. Les analyses toxicologiques sont en cours. Mais d'après les premiers résultats et les documents que vous nous avez fournis, nous sommes confiants que des charges d'homicide volontaire avec préméditation seront retenues contre Philippe Lefebvre. Sophie ferma brièvement les yeux, assimilant cette information. La justice pour sa mère était en marche. Cela ne la ramènerait pas, mais c'était néanmoins important, vital même. « Merci, lieutenant », dit-elle simplement. Moreau inclina la tête, puis se tourna vers Tonnerre. « Comment va notre témoin équin ?» Sophie sourit légèrement. C était devenu une plaisanterie entre eux. Ils s'adaptent, nous nous adaptons tous les deux. J'ai une autre nouvelle qui pourrait vous intéresser, ajouta Moreau. Nous avons localisé d'autres chevaux volés du même réseau. Parmi eux, une jument qui, selon les tests ADN, serait une demi-sœur de Tonnerre. Même père, mère différente.
Les yeux de Sophie S. écarquillèrent. Une sœur, où est-elle? Dans un haras en Espagne. Les propriétaires actuels l'ont achetée de bonne foi et sont dévastés d'apprendre son origine. Mais le plus intéressant, il consulta à nouveau ses notes. Elle est pleine. Elle devrait mettre bas dans environ 2 mois. Cette nouvelle toucha Sophie d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Une nouvelle vie allait naître, issue de la même lignée que Tonnerre, que la jument de sa mère. « Pourrons-nous la voir un jour ?» demanda-t-elle. « Je pense que cela pourrait s'arranger, » sourit Moreau. Les propriétaires espagnols sont très coopératifs. Plus tard ce jour-là, après le départ du lieutenant, Sophie s'installa dans sa chambre, qui n'était plus l'espace stérile et impersonnel d'autrefois. Des photos étaient accrochées au mur, celles trouvées dans l'enveloppe de sa mère, mais aussi de nouvelles, Tonnerre galopant dans son enclos, Jean-Pierre sur son lit d'hôpital faisant un faible pouce en l'air, Sophie elle-même souriant à côté de Clémence et d'Élisabeth. Elle sortit la lettre de sa mère de son tiroir et la relut pour la énième fois, trouvant chaque fois un nouveau détail, une nouvelle nuance dans les mots soigneusement choisis. « Ma Sophie bien-aimée, si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas réussi à nous libérer à temps. Je veux que tu saches que j'ai essayé, de toutes mes forces, chaque jour passé dans cette prison dorée, chaque humiliation endurée, chaque coup reçu. Tout cela, je l'ai supporté dans l'espoir de nous offrir une chance de recommencer ailleurs, ensemble. La ferme des 3 chênes est à toi. Je l'ai achetée avec l'héritage de ta grand-mère, que ton père n'a jamais connu. C'est un endroit magique, Sophie. Les champs étendent à perte de vue, parfait pour les chevaux. La maison est petite mais pleine de caractère, comme toi. C'est là que nous aurions dû vivre, loin de la violence et des mensonges. J'ai conservé des preuves des activités de ton père, assez pour l'envoyer en prison pour le restant de ses jours. Mais je sais aussi qu'il a des amis puissants. Si quelque chose m'arrive avant que je puisse agir, ces preuves t'appartiendront. Utilise-les avec sagesse quand le moment sera venu. N'oublie jamais que tu es forte, ma petite étoile, plus forte que moi. Tu as un don spécial avec les animaux, particulièrement les chevaux. Je l'ai vu dès ton plus jeune âge. Cultive ce don. Il te mènera vers ta vraie nature, loin de l'ombre de ton père. Si Tonnerre a survécu, cherche-le. Il te reconnaîtra, j'en suis certaine. Vous êtes liés d'une façon que peu de gens peuvent comprendre. Il te guidera vers ce que j'ai caché pour toi. Je t'aime infiniment, pour toujours et au-delà. Maman. Sophie plia soigneusement la lettre et la remit dans son enveloppe. Puis elle sortit un cahier neuf, un journal qu'elle avait commencé à tenir à l'instigation du docteur Beaulieu. Écrire l'aidait à organiser ses pensées, à donner un sens aux événements tumultueux qui avaient bouleversé sa vie. « Aujourd'hui, écrivit-elle, j'ai décidé que j'irai à la ferme des 3 chênes, pas juste pour visiter, mais pour y vivre un jour. C'est ce que maman aurait voulu. Un endroit pour recommencer, pour guérir. Tonnerre viendra aussi, bien sûr. Je pense qu'il s'y sentira chez lui. Peut-être pourrons-nous même accueillir sa sœur et son poulain quand il naîtra. Jean-Pierre dit qu'il m'aidera à apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'élevage des chevaux. Élisabeth a proposé de m'enseigner l'équitation classique comme elle l'avait fait pour maman. Ce n'est pas la vie que j'aurais imaginée il y a encore un mois. À vrai dire, je n'imaginais pas de futur du tout, mais maintenant... Elle s'interrompit, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressentait. Ce haine n'était pas exactement du bonheur, les blessures étaient encore trop fraîches pour cela. Mais c'est était quelque chose de proche. Une promesse, un début. Maintenant, je peux voir un chemin devant moi. Un chemin que maman a commencé à tracer et que je vais continuer. Avec Tonnerre à mes côtés, je ne me sens plus seule. Elle referma le journal et regarda par la fenêtre,
vers l'enclos où la silhouette noire de Tonnerre se détachait contre le ciel crépusculaire. Elle, étalon, comme s'il sentait son regard, releva la tête et hennit doucement dans sa direction. Sophie sourit. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentait exactement là où elle devait être. 3 mois étaient écoulés, transformant le paysage provençal en une mosaïque de couleurs automnales. Les dernières feuilles s'accrochaient vaillamment aux branches, comme pour témoigner d'une résilience face à l'inévitable changement des saisons. Ce matin-là, une voiture suivie d'un van à chevaux progressait lentement sur le chemin de terre menant à la ferme des Trois Chênes. Au volant, Clémence jetait des regards réguliers dans le rétroviseur pour s'assurer que Jean-Pierre, conduisant le van avec Tonnerre à l'intérieur, suivait sans difficulté. Sa convalescence avait été longue, mais sa détermination inébranlable l'avait remis sur pied plus rapidement que les médecins ne l'avaient prédit. Sur le siège passager, Sophie observait le paysage avec une émotion à peine contenue. Elle avait attendu ce jour pendant des semaines, sa première visite à la ferme que sa mère avait achetée pour elle, ce refuge qui aurait dû être leur nouveau départ. « Nous y sommes presque », annonça Elisabeth depuis le siège arrière, indiquant un tournant. « Après ce virage, tu verras la maison. » La voiture émergea des arbres et Sophie retint son souffle. Devant eux s'étendait une petite vallée baignée dans la lumière dorée du matin. Au centre, une maison de pierre aux volets bleu lavande, entourée d'un négligé mais plein de charme. Plus loin, des pâturages étiraient jusqu'à la lisière d'un bois. Et sur la gauche, une petite écurie en bois semblait attendre patiemment de retrouver sa vocation. « Et c'est exactement comme sur les photos », murmura Sophie, les yeux brillants de larmes contenues. Ils se garèrent devant la maison. Le van s'immobilisa à son tour et Jean-Pierre en descendit avec précaution, sa main pressée contre son côté où la blessure le tirait encore. « On devrait d'abord installer Tonnerre, suggéra-t-il. Il doit être nerveux après le trajet. » Sophie acquiesça et se dirigea vers l'arrière du van. À l'intérieur, elle et Talon piaffaient d'impatience, sentant probablement l'air frais et l'herbe nouvelle. « Doucement, mon beau », murmura-t-elle en ouvrant la rampe. « Bienvenue chez nous. » Tonnerre descendit avec une dignité majestueuse, ses naseaux dilatés captant les 1000 parfums de ce lieu inconnu. Sophie le guida vers l'enclos attenant à elle écurie que M. Leblanc, le fermier voisin, avait préparé à leur demande. Une fois elle et Talon installés, Sophie rejoignit les autres qui attendaient devant la porte de la maison, Elisabeth tenant une vieille clé en fer forgé. « Ta mère m'avait confié un double, » expliqua-t-elle en la tendant à Sophie. « Mais c'est à toi d'ouvrir. » La serrure résista un instant, puis céda dans un grincement. La porte s'ouvrit sur un intérieur modeste mais chaleureux, un salon avec une cheminée en pierre, des poutres apparentes au plafond, un escalier en bois menant à l'étage. L'air sentait le renfermé et la poussière, mais Sophie pouvait presque imaginer ce que cet endroit aurait pu être avec sa mère. Elle avait commencé à l'aménager, dit doucement Elisabeth, indiquant quelques meubles couverts de draps. Elle venait ici en secret quand ton père était en voyage d'affaires. Sophie s'avança lentement, effleurant du bout des doigts le manteau de la cheminée. Quelque chose y était gravé, 2 initiales entrelacées. M. L. Marguerite Lefebvre. Le lieutenant Moreau a appelé ce matin, annonça Clémence, brisant le silence respectueux qui s'était installé. L'audience préliminaire concernant ton père est fixée au mois prochain. Avec toutes les preuves rassemblées, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il échappe à une condamnation pour le meurtre de ta mère. Sophie hocha la tête. La perspective du procès la terrifiait, mais elle savait qu'elle devrait témoigner. Pour sa mère, pour elle-même. Et les autres impliqués ? Demanda Jean-Pierre, qui examinait la solidité d'une étagère branlante. Certains ont déjà été condamnés à des peines de prison, répondit Clémence. D'autres attendent encore leur procès, mais le réseau est démantelé. Un hennissement puissant les fit tous sursauter.
Par la fenêtre, ils virent Tonnerre qui galopait en cercle dans l'enclos, crinière au vent, comme possédé par une joie soudaine. « Il sent quelque chose », dit Jean-Pierre, fronçant les sourcils. Sophie sortit précipitamment, suivie par les autres. Elle, les talons S, était arrêtée et fixait intensément la lisière du bois, ses oreilles dressées, tous ses muscles tendus comme un arc. Et puis ils la virent, une jument baie émergeant lentement des arbres, son allure prudente trahissant une méfiance acquise au fil d'une vie sauvage. À ses côtés trottait un poulain, tout jeune encore, au pelage noir comme l'ébène. « C'est impossible », murmura Jean-Pierre. « Étoile Noire est morte il y a des années. »« Pas Étoile Noire », répondit Sophie, comprenant instinctivement. Sa fille, la sœur de Tonnerre. Elisabeth était figée, une main sur la bouche. Marguerite m'avait dit que Étoile Noire était pleine d'un second poulain quand elle est morte. Nous pensions que le poulain était mort avec elle. Tonnerre hennit à nouveau, un appel clair et puissant qui résonna dans toute la vallée. La jument s'arrêta, hésitante, puis répondit par un hennissement plus doux. Le poulain, curieux et moins méfiant, fit quelques pas en avant. « C'est incroyable », souffla Clémence. « Ils ont survécu tous les deux, en liberté. » Jean-Pierre secoua la tête, stupéfait. Ces terres sont idéales pour des chevaux sauvages, isolés, avec de l'eau, des abris naturels. Ils ont pu vivre ici sans être dérangés pendant toutes ces années. Sophie s'approcha lentement de la clôture, ses yeux ne quittant pas le trio improbable. Tonnerre dans l'enclos, la jument et son poulain à la lisière du bois. « Ma mère savait, » dit-elle doucement. « Elle savait qu'ils étaient ici. C'est pour ça qu'elle a acheté cette ferme, pas seulement pour nous. Pour eux aussi. » Elle tendit la main vers Tonnerre, qui s'approcha et posa son museau contre sa paume dans ce geste qui était devenu leur rituel. « Nous allons les apprivoiser, » décida-t-elle. Doucement, avec patience. Ils seront notre nouvelle famille. Elisabeth s'approcha et posa une main sur l'épaule de Sophie. Ta mère serait tellement fière de toi, Sophie. De la jeune femme que tu es devenue, malgré tout ce que tu as traversé. Sophie sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux, chose rare encore, mais de plus en plus fréquente. Je pense qu'elle sait, répondit-elle simplement, son regard embrassant la ferme, les chevaux, les personnes qui l'entouraient désormais. Je pense qu'elle a toujours su que je trouverais mon chemin jusqu'ici. Dans l'enclos, Tonnerre S ébroua comme pour approuver ses paroles. Et à la lisière du bois, la jument fit un pas de plus vers eux, comme attirée par une promesse silencieuse de sécurité et d'amour. Le printemps avait transformé la ferme des Trois Chênes. Partout, la vie éclatait en couleurs vibrantes. Jonquilles sauvages bordant le chemin d'accès, glycines cascadant sur la façade de pierre, jeunes pousses verdoyant dans le potager fraîchement labouré. Un an S était écoulé depuis la confrontation dans la forêt, un an de changement, de guérison, de renaissance. Sophie, désormais officiellement émancipée et propriétaire légale de la ferme, se tenait sur la terrasse, observant le spectacle qui se déroulait dans le grand pré en contrebas. Tonnerre, majestueux et imposant, galopait aux côtés de Liberté, le nom qu'elle avait donné à la jument sauvage qui, contre toute attente, avait fini par accepter sa présence. Le petit poulain, baptisé Étoile en hommage à sa grand-mère équine, gambadait entre les deux, ses jambes encore maladroites mais pleines d'une énergie joyeuse. « Ils forment une belle famille », commenta Jean-Pierre, s'approchant avec 2 tasses de café fumant. La cicatrice sur sa tempe, souvenir de la balle qui avait failli lui coûter la vie, était à peine visible maintenant sous son chapeau de palefrenier. « Tout comme nous, je suppose. » Sophie accepta la tasse avec un sourire. Une famille peu conventionnelle, mais une famille quand même. Et était vrai. Depuis que Sophie avait décidé de s'installer définitivement à la ferme, une maisonnée étrange mais harmonieuse s'était constituée. Jean-Pierre avait quitté son poste à Beausoleil pour devenir le responsable des écuries. Elisabeth passait la moitié de son temps ici, occupant la chambre d'amis et partageant son immense savoir équestre. Même Clémence venait régulièrement,
apportant des nouvelles des autres pensionnaires du centre et des provisions de la ville. Le lieutenant Moreau a appelé ce matin, dit Jean-Pierre, s'appuyant contre la rambarde. Il voulait te parler, mais tu étais avec Étoile. Sophie hocha la tête. Le lieutenant était devenu un ami précieux, et bien plus encore. Il était le lien entre leur sanctuaire paisible et le monde extérieur où la justice suivait son cours. Qu'a-t-il dit ? La Cour de cassation a rejeté le dernier pourvoi de ton père. Sa condamnation est définitive, perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Sophie prit une profonde inspiration. La nouvelle haine n'était pas inattendue. Le procès de Philippe Lefebvre avait été le point culminant d'une enquête méticuleuse, les preuves contre lui accablantes. Pourtant, entendre ces mots provoquait en elle un mélange complexe d'émotions. « Il ne pourra plus jamais nous faire de mal », dit-elle doucement, « à aucun d'entre nous. » Jean-Pierre posa une main réconfortante sur son épaule. « Ta mère peut enfin reposer en paix. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant les chevaux qui, étaient arrêtés près de l'abreuvoir. Tonnerre, protecteur, restait toujours près des Étoiles, comme un grand frère veillant sur sa cadette. « J'ai pris une décision », annonça Sophie, redressant les épaules. « Je veux transformer cet endroit en refuge pour chevaux maltraités ou abandonnés. Un lieu où ils pourront guérir, comme nous l'avons fait. » Jean-Pierre sourit, visiblement ému mais pas surpris. « Ta mère aurait adoré cette idée. J'ai déjà parlé à Maître Bonnet. Les fonds de l'assurance-vie de maman, plus les dommages et intérêts du procès, nous permettraient de construire 2 nouvelles écuries et d'embaucher du personnel qualifié. »« Tu sais que tu peux compter sur moi, » affirma Jean-Pierre. « Et sur Elisabeth aussi. » Au loin, le bruit d'une voiture sur le chemin annonçait justement l'arrivée de cette dernière, revenue de sa visite médicale bi-hebdomadaire à Marseille. À 75 ans, sa santé restait fragile, mais sa détermination demeurait inébranlable. « Il y a autre chose, » continua Sophie hésitante. « J'ai décidé de reprendre mes études, à distance, pour pouvoir rester ici. Je veux devenir vétérinaire équin. » Jean-Pierre émit un petit sifflement admiratif. « Ça ne m'étonne pas de toi. Tu as un don avec les animaux, comme ta mère. » « Plus que ça, » dit Sophie, le regard soudain lointain. « J'ai compris quelque chose ces derniers mois. La souffrance nous marque tous, humains et animaux. Mais elle ne définit pas ce que nous sommes ou ce que nous pouvons devenir. » En contrebas, Tonnerre leva soudain la tête dans leur direction, comme s'il comprenait leurs paroles. Son hennissement puissant résonna dans la vallée. Non plus un cri de douleur ou de méfiance, mais un appel confiant, presque joyeux. Le soleil commençait à décliner, baignant la ferme dans une lumière dorée semblable à celle du jour où Sophie avait touché Tonnerre pour la première fois. Elisabeth sortait maintenant de sa voiture, agitant quelque chose dans sa main, probablement les graines rares qu'elle avait promis de rapporter pour le jardin. « Nous devrions terminer les préparatifs », rappela Jean-Pierre. « Les invités arriveront bientôt. » Sophie acquiesça. Ce soir marquait l'anniversaire de la mort de sa mère et elle avait décidé de transformer cette date douloureuse en une célébration de sa vie. Des amis viendraient, le lieutenant Moreau, Clémence et quelques pensionnaires de Beausoleil, Maître Bonnet et même le docteur Beaulieu dont la thérapie avait joué un rôle crucial dans sa guérison. « Je vais d'abord descendre voir les chevaux, » dit-elle, déposant sa tasse vide. « Et je n'en ai pas pour longtemps. » En marchant vers le pré, Sophie sentit cette paix qui, lentement mais sûrement, avait pris racine en elle. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, elle faisait partie d'elle, comme les cicatrices sur le flanc de Tonnerre. Mais Hélène était plus une prison. Arrivée à la clôture, elle siffla doucement, ce même sifflement que sa mère utilisait autrefois. Tonnerre s'approcha immédiatement, suivi de près par Liberté et la petite Étoile. « Nous avons réussi, maman », murmura Sophie, caressant le museau de L étalon, tandis que le soleil couchant transformait sa robe noire en un manteau d'or liquide. « Nous sommes libres maintenant. Tous autant que nous sommes. »
Et dans le bruissement du vent à travers les 3 chênes centenaires qui avaient donné leur nom à la ferme, Sophie aurait juré entendre le rire doux et mélodieux de Marguerite, ce rire que son père n'avait jamais réussi à éteindre complètement.